Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Reprise des activités à Ménaka, région du nord du Mali, menacée par l'insécurité alimentaire et par la progression du groupe État islamique. Les activités des populations ont repris sous la protection des Nations Unies, mais la question de leur protection se pose avec le départ annoncé de la MINUSMA. Vers un système panafricain de paiement, 5 groupes bancaires africains ont signé en juin un protocole d'accord avec la Banque africaine d'import-export, Afreximbank. Le but, révolutionner le règlement des transactions transfrontalières à travers l'Afrique par le biais d'un nouvel outil dénommé PAPS. Et les négociations entre la République du Congo et le Fonds monétaire international mettent fin aux subventions des produits pétroliers. Une hausse de 25% du prix du carburant à la pompe est annoncée pour le 15 juillet. Détail à suivre dans cette édition. Tout d'abord, au Soudan du Sud, le président Salva Kiir a promis ce 4 juillet que les élections, maintes fois reportées, se tiendront bel et bien comme prévu en décembre 2024. Le seul président que le Soudan du Sud ait connu depuis son indépendance en 2011 a d'ailleurs annoncé sa candidature à la présidentielle, scrutin qui était initialement censé se tenir en février 2023, mais qui a été reporté suite au non-respect des clauses de l'accord de paix revitalisé de 2018, qui a conduit à la prolongation de la période de transition. Rappelons que le Soudan du Sud a été le théâtre d'une guerre civile de décembre 2013 à février 2020, opposant les camps du président Salva Kiir à l'actuel vice-président Riek Machar. La vie reprend son cours à Ménaka, région stratégique située au nord du Mali, où le groupe État islamique augmente son emprise. Les activités des populations ont repris sous la protection des Nations Unies. Une protection dont le compte à rebours est désormais enclenché puisqu'à partir du 30 septembre prochain, la MINUSMA ne sera plus autorisée à porter assistance aux civils alors que son mandat s'achève le 31 décembre 2023. Un sujet de Kamesh Katapoulé. Les activités reprennent progressivement au marché de Ménaka. Considéré comme le cœur de cette ville située au nord-est du Mali, ce marché est un rendez-vous incontournable. Chaque jeudi, commerçants et habitants y affluent sous la protection des Nations Unies. Un soulagement pour les marchands qui ont vu leurs revenus diminuer en raison de l'insécurité. La FEU Togo a reçu 3 missions principales, à savoir sécuriser les personnels et les installations des Nations Unies, aider à la protection de la population, des civils donc, et participer à des missions de police aux côtés des forces locales. Au-delà des patrouilles que nous exécutons, nous avons aussi la sécurisation de l'aérodrome. Depuis 2012, le Mali est en proie à une crise sécuritaire. Attaques et enlèvements ont rythmé le quotidien des habitants de Ménaka. Un climat de terreur qui s'est amplifié avec l'expansion de l'État islamique au Grand Sahara dans la région du même nom. Conséquence, le nombre de personnes déplacées a augmenté, aggravant par ailleurs l'insécurité alimentaire. D'après le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, le taux de malnutrition aiguë sévère était de 8,2% dans tous les sites de déplacés de Ménaka. L'afflux de déplacés internes a accru la pression sur la réponse humanitaire avec des populations ayant des besoins urgents liés à l'eau potable, à la nourriture, aux médicaments et aux abris. Écouter les déplacés alors qu'ils nous suppliaient littéralement d'avoir de l'eau potable pour boire était une expérience bouleversante. Avec le retrait annoncé de la MINUSMA, craintes et interrogations autour de la protection des civils à Ménaka font surface. Le Conseil de sécurité de l'ONU avait en effet annoncé le 30 juin dernier la fin de la mission onusienne présente au Mali depuis 2013. Un départ qui avait au préalable été demandé par les autorités maliennes.
Également dans l'actualité, le Kenya reporte la réouverture de sa frontière avec la Somalie, frontière fermée depuis octobre 2011 en raison des attaques des Shebabs. C'est pour cette même raison que les autorités kenyanes ont indiqué ce mercredi le report de la réouverture de cette même frontière. Ce projet était en discussion depuis juillet 2022. Et c'était même confirmé le 15 mai dernier avec la réouverture progressive de 3 postes frontières. Mais les attaques du mois de juin revendiquées par les Shebabs qui ont fait une quinzaine de morts, policiers et civils, à quelques jours d'intervalle, ont mis un frein au processus. Notons que l'insurrection des Shebabs en Somalie date depuis de 15 ans. Le Kenya, pays voisin, est également ciblé par ce groupe qui recrute également parmi la jeunesse locale. Au problème de transaction, la Banque africaine d'import-export Afrexim Bank offre une solution. Le PAPS, il s'agit d'un projet qui a pour ambition de révolutionner le règlement des transactions transfrontalières à travers l'Afrique. 5 groupes bancaires ont signé en juin dernier un protocole d'accord favorisant la domestication des paiements pour accélérer le commerce intra-africain. Plus de détails avec Mildred Diamou. L'urgence aujourd'hui pour accélérer le commerce intra-africain réside dans la domestication des paiements, selon la Banque africaine d'import-export Afrexim Bank. 5 grands groupes bancaires africains, à savoir Access Bank, EcoBank, Kenya Commercial Bank, Standard Bank et United Bank for Africa, sont sur la voie d'intégrer d'ici janvier 2024 le système panafricain de paiement et le règlement PAPS dans leurs opérations, grâce à un protocole d'accord signé le 19 juin 2023 avec le PAPS, filiale d'Afrexim Bank. Le partenariat permettra à ces banques d'effectuer des transactions transfrontalières en devises locales. Chacune d'entre elles ouvrira son réseau à travers l'Afrique pour pouvoir servir les clients utilisant le PAPS. Ce que cela fera, c'est que l'impact du PAPS sera désormais ressenti par l'homme de la rue. Ces banques vont ouvrir différents canaux, à la fois électroniques et physiques, pour pouvoir atteindre ces clients. Ces accords, qui seront mis en œuvre en partenariat avec les banques centrales, constituent un pas important vers la réalisation de la vision de paiements commerciaux transfrontaliers unifiés et transparents dans les près de 40 pays africains couverts par les 5 groupes bancaires. Les partenariats vont faciliter le règlement des transactions transfrontalières en Afrique, l'inscription des fintech et étendre l'accès aux PAPS via des canaux numériques. Quand on regarde le coût des transactions en Afrique, c'est très cher. Donc ce que nous avons fait, c'est d'améliorer l'efficacité des paiements. Imaginez simplement que vous puissiez effectuer des paiements ici à Accra au Ghana en cedi et que le bénéficiaire le reçoive en livre égyptienne au Caire. Pourquoi faire des transactions en Afrique nécessiterait-il de faire passer l'argent d'abord par New York, Londres ou par un autre endroit en dehors du continent avant de revenir sur le continent? C'est le défi que PAPS veut résoudre. Pour Afrexim Bank, la possibilité d'effectuer des transactions transfrontalières en utilisant des devises locales réduira considérablement les coûts et les risques de change pour les entreprises et les commerçants africains. La stratégie d'Afrexim Bank ouvre la voie à la pleine opérationnalisation du PAPS lancé début 2022 et favorise la mise en œuvre de la ZLECAf au profit notamment des petites et moyennes entreprises africaines. Les négociations entre le Congo et le Fonds monétaire international tournent à l'avantage de Bretton Woods et pour cause, le gouvernement congolais a concédé la fin des subventions sur le carburant et donc la hausse du prix à la pompe. À partir du 15 juillet prochain, une hausse de 25% est attendue. Plus de détails dans ce sujet de la rédaction. Après avoir longtemps hésité à augmenter le prix de l'essence, la République du Congo devra bientôt s'y plier. Dès le 15 juin 2023, le super s'affichera à la pompe à 775 francs CFA contre 625 francs CFA actuellement. Une hausse de 25% pour faire face à la variation des cours mondiaux du pétrole brut entraînée entre autres par la crise russo-ukrainienne. Et pour répondre aux exigences du Fonds monétaire international qui souhaite
une baisse drastique des subventions des produits pétroliers. La baisse des subventions aux carburants, qui va de pair avec une déréglementation progressive des prix des carburants, dégagera des ressources financières qui permettront d'accélérer les dépenses de développement et le paiement des arriérés intérieurs tout en accordant des aides sociales ciblées en faveur des plus vulnérables. Une perspective inquiétante pour les consommateurs dans un contexte d'inflation, mais les autorités congolaises se veulent rassurantes. L'augmentation ne devrait pas excéder 30% comme dans certains pays. Le gouvernement promet en effet la mise en œuvre de mesures d'accompagnement conclues avec les partenaires sociaux et le secteur privé. Poudrage, sans langue de bois, sans démagogie, nous devons savoir dire la vérité à nos populations et commencer à affronter la réalité des prix pour éviter que vos activités aussi continuent à prendre un coup et que petit à petit, nous revisitions notre modèle économique qui a été longtemps influencé par un modèle avec une forte intervention de l'État. Rappelons que cette nouvelle hausse des prix du carburant intervient près de 6 mois après la première et est consécutive aux accords conclus entre le gouvernement congolais et le FMI dans le cadre de la facilité élargie de crédit pour une période de 3 ans. Le Congo, qui n'avait pas pu tenir ses engagements dans le précédent programme qui comptait 48 mesures, bataille pour ne pas perdre la confiance de ses partenaires au risque de se mettre à dos la société civile. L'économie sénégalaise est l'une des plus performantes d'Afrique subsaharienne avec une croissance attendue de 4,7% par la Banque mondiale en 2023. La mise en œuvre d'importants programmes de réforme par l'État stimule les investissements dans les secteurs tels que l'agriculture, l'énergie ou encore le tourisme. Et c'est dans ce contexte que s'ouvre le premier forum Invest in Sénégal ce 6 juillet. Les précisions de Philomentine. Le Sénégal ouvre l'accès à un marché commun de 300 millions de personnes en raison de sa position stratégique en Afrique de l'Ouest. Le pays cherche à se placer dans les flux internationaux en matière d'investissement. Ainsi, les secteurs clés de l'économie sénégalaise tels que l'énergie, l'agriculture, les technologies de l'information et de la communication, les transports et le tourisme présentent de potentielles opportunités d'investissement. Devant abriter du 6 au 8 juillet 2023 le premier forum Invest in Sénégal, le pays espère mobiliser 2000 milliards de francs CFA pour environ 50 projets à présenter aux investisseurs. We believe that in the past 11 years, we worked very hard on Nous pensons qu'en 11 ans, nous avons travaillé très dur pour améliorer notre environnement des affaires, que ce soit par des réformes législatives depuis 2021, la loi sur le partenariat public-privé qui permet aux investisseurs de venir trouver une loi très transparente et vous avez des règles du jeu équitables au Sénégal, ce qui est essentiel. Le président Macky Sall a beaucoup investi dans les infrastructures, que ce soit les routes, l'énergie, l'accès à l'eau, et je pense que tout cela permet au secteur privé, en particulier aux États-Unis, de venir. Les opportunités d'affaires et d'investissement sont palpables au Sénégal. And look at all the business opportunity, invest and make some money. Le Sénégal peut être considéré comme une terre d'opportunités. L'exploitation prochaine du gaz et du pétrole dans le pays représente une opportunité d'investissement inégalée en Afrique. Quant à la destination touristique du Sénégal, elle constitue une attraction phare pour les partenaires et bailleurs. Le tourisme contribue en effet à hauteur de 6% au produit intérieur brut et génère 100 000 emplois selon les estimations faites en 2018. En matière de transport, le secteur est au cœur des stratégies de développement du pays. Des investissements conséquents ont permis l'expansion des réseaux nationaux et transfrontaliers dans une approche multimodale, sans oublier le réseau de télécommunications du pays très efficace et entièrement numérisé. Nous allons faire venir beaucoup de banques, beaucoup de partenaires techniques et financiers, beaucoup de fonds d'investissement qui seront là et qui auront des rencontres B2B avec tous ceux qui sont porteurs de projets et qui cherchent à être financés. Il y a le secteur du oil and gas, il y a le secteur du tourisme, le secteur des infrastructures, le secteur de l'énergie, le secteur de la santé, de la pharmacie. Donc tous les secteurs qui sont des secteurs porteurs de notre économie sont concernés.
En outre, le secteur agricole sénégalais offre de grandes opportunités d'investissement. Le pays dispose d'un grand potentiel agricole avec 349 000 hectares de terres irrigables. La Guinée s'est engagée dans une série de réformes depuis plusieurs années. Cette initiative porte ses fruits puisque le pays vient de faire un bond dans le classement annuel de la Banque mondiale sur le revenu national brut. Bien qu'en pleine transition politique, la Guinée maintient son cap initial qui est d'intégrer la liste des pays émergents d'ici 2040, un sujet de la rédaction. La Guinée change de statut. Le premier producteur africain de bauxite fait un bond dans le traditionnel classement annuel de la Banque mondiale établi selon le revenu national brut, RNB, par habitant, en passant de la catégorie de pays à faible revenu à pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. La Guinée et la Zambie sont les deux pays africains qui changent de statut de revenu dans ce nouveau classement publié le 1er juillet 2023. J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que ce classement fait passer la Guinée de pays à faible revenu à pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure. Le revenu par tête d'habitant de la Guinée étant passé de $1010 dans le classement 2021 à $1180 dans le nouveau classement 2022. La Guinée fait partie des deux pays africains qui changent de statut de revenu dans ce nouveau classement. L'économie guinéenne s'est révélée résiliente malgré la situation économique mondiale marquée notamment par les effets néfastes de la pandémie de Covid-19 et par la guerre en Europe de l'Est. La croissance économique guinéenne s'est établie à 5,5% en 2022 alors que la prévision était de 5,1%. L'entrée de la Guinée dans la catégorie des pays à revenus intermédiaires s'illustre comme une forme de reconnaissance des réformes engagées et de la bonne gouvernance menée par le Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, arrivé aux affaires suite au coup d'État militaire de septembre 2021. Si nous voulons continuer cela, il faut que le gouvernement continue les réformes. Les réformes pour d'abord, améliorer les recettes internes, améliorer la redistribution du revenu. Parce que c'est le score là montre qu'il y a un revenu. Et il faut désenclaver les zones de production agricole pour toucher le maximum de Guinéens qui sont dans les hameaux, dans les villages. Toutefois, le retour rapide à l'ordre constitutionnel est espéré par de nombreux investisseurs pour garantir la stabilité de leurs activités dans le pays. Les autorités guinéennes en place se sont engagées à achever la transition politique le 1er janvier 2025. Et dans le reste de l'actualité, l'affiche de la finale de la CAN U23 de football est désormais connue. L'Égypte, vainqueur de la Guinée, affrontera le 8 juillet le Maroc, pays organisateur et vainqueur du Mali en demi-finale. En parvenant à se hisser en finale, l'Égypte et le Maroc se qualifient pour les Jeux Olympiques 2024 de Paris. C'est la sélection qui remportera la petite finale, donc la 3e place le 7 juillet, qui obtiendra le 3e ticket qualificatif des JO pour l'Afrique. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.